Bonjour, bon après-midi, bonsoir à toutes et à tous. Les participants se trouvent tous dans des fuseaux horaires différents. Nous sommes ravis de parler aujourd'hui de ce sujet qui est tout à fait passionnant. Nous allons donc parler de la filière fruits et légumes et nous allons parler des facteurs qui affectent les choix des consommateurs par rapport à la consommation de fruits et de légumes frais. C'est un webinaire qui est organisé conjointement par le Coléad et l'OCDE. Nous allons tout d'abord donner la parole à notre collègue José Brambilla-Maciel, qui est responsable de programme à l'OCDE pour la direction commerce et agriculture. Il s'occupe des programmes et des codes agricoles. Comme vous le savez, bon, tout d'abord, nous avons le plaisir d'organiser ce webinaire avec l'OCDE et nous avons eu le plaisir d'interagir avec José et avec son équipe. Avant de rejoindre l'OCDE, il travaillait comme chercheur. Il a un bagage d'économiste. Il a travaillé pour des organisations bilatérales et multilatérales, notamment pour la direction des statistiques au sein du FMI. C'est une personne qui est vraiment passionnée par le sujet dont nous allons parler aujourd'hui et c'est également une personne qui est tout à fait compétente. José est avec nous ce matin, mais il est très occupé ces jours-ci. Donc, merci d'avoir pris le temps de nous rejoindre ce matin. Merci Isolina, merci à vos collègues. C'est notre septième webinaire conjoint. Je suis vraiment ravie de participer à ce webinaire et d'avoir euh, contribué à son organisation. Au sein de l'OCDE, nous avons un groupe qui s'occupe donc du commerce de fruits et de légumes. Et donc, pour nous, aujourd'hui, ce webinaire est tout à fait essentiel. Nous allons parler des tendances et des facteurs qui influencent la consommation de fruits et de légumes. Nous avons un panel très riche aujourd'hui avec différents orateurs. Nous avons des personnes qui viennent de Pologne, du Kenya, du Royaume-Uni, des Pays-Bas. Nous sommes impatients d'entendre ce qu'ils ont à nous dire pour en apprendre plus par rapport aux choix des consommateurs et par rapport aux facteurs qui influencent ces choix. Je sais que nous avons très peu de temps devant nous. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tout le monde pour ce septième webinaire conjoint. Merci aux spécialistes d'être ici avec nous. Iselina, Jérémy et les autres collègues, j'aimerais les remercier pour l'excellent travail qu'ils ont fait en amont de ce webinaire. Donc, je rends la parole à Isolina. Merci beaucoup, José. Quelques informations logistiques. Nous avons des interprètes avec nous aujourd'hui. L'interprétation est disponible en anglais et en français. Pour avoir accès au canal d'interprétation, vous pouvez cliquer sur l'icône euh, qui est représentée par une map monde au bas de votre écran. Toutes les présentations PowerPoint vous seront envoyées également après la session, comme d'habitude. Et puis, comme d'habitude également, vous pouvez écrire vos questions dans le chat. Nous aurons ensuite une session de questions-réponses après les présentations des différents orateurs. Après que les différents spécialistes nous auront présenté leurs travaux, eh bien, nous allons prendre quelques-unes des questions que vous aurez posées pour y répondre. Aujourd'hui, bon, vous avez déjà vu le programme de cette matinée. Donc aujourd'hui, l'objectif, c'est vraiment d'essayer de mieux comprendre ce qu'il se passe. Et l'objectif, c'est également de partager des connaissances. Nous voulons euh, promouvoir la consommation de fruits et de légumes parce que nous savons que cette consommation est très faible et pourtant, il est important de consommer beaucoup de fruits et de légumes pour avoir un bon régime alimentaire. Donc, il est important de promouvoir cette consommation et nous voulons aussi comprendre, et c'est le sujet qui nous occupera aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre pourquoi cette consommation est si faible. Qu'est-ce qui motive les consommateurs dans leur choix? Et nous avons euh, passé en revue plusieurs études, nous les avons résumées dans les notes que nous vous avons envoyées. Il ne s'agit pas uniquement de prix, de quantité et de qualité. Les orateurs aujourd'hui vont nous expliquer quels sont les autres facteurs qui influencent cette consommation de fruits et de légumes. Ils ont fait toute une série de recherches sur le sujet et ils vont nous faire part de leurs conclusions. Et nous verrons aussi ce que nous pourrons faire pour promouvoir davantage la consommation de fruits et de légumes
dans les deux hémisphères, et en particulier dans les pays en développement, ces pays où l'OCDE est tout particulièrement active. Et comme vous le savez, Jérémy est à Genève pour l'instant. Nous sommes une association sans but lucratif qui soutient différentes associations. Nous gérons également différents programmes pour différents donateurs et bailleurs de fonds. Et nous, ce que nous voulons faire, c'est montrer de quelle manière le secteur privé contribue au développement durable. Nous avons différents services, nous fournissons une assistance technique, des formations, des services de renforcement des capacités B2B et B2C. On parle également de l'accès au marché et ainsi de suite. Mais vous pourrez trouver davantage d'informations par rapport à tout cela sur notre site Internet. Merci beaucoup. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet avec un premier panel. Nous allons voir quels sont les facteurs qui influencent les choix des consommateurs par rapport à leur consommation de fruits et de légumes. Nous allons voir ce que les recherches nous disent et puis nous allons donner la parole aux opérateurs des différents secteurs, notamment aux opérateurs européens et africains. Nous allons voir ce qu'ils savent, ce qu'ils ont appris et ce que nous pourrons faire pour adapter ces comportements. Donc, sans tarder, je vais donner la parole au docteur Michal Gatsteki. J'espère avoir bien prononcé votre nom. Merci, merci d'être avec nous. Vous êtes en Pologne, vous êtes un chercheur, vous vous occupez des analyses de marché agroalimentaire, vous êtes un économiste, un chercheur, je l'ai dit. Vous travaillez actuellement à l'université de Poznan en Pologne et vous avez concentré vos recherches sur les systèmes de distribution, sur les marchés agroalimentaires. Vous avez également analysé les différentes approches en la matière. Vous avez analysé les comportements des consommateurs. Vous êtes responsable de projets pour euh, les différents projets qui ont vu le jour en 2012. Vous organisez aussi des conférences et vous êtes membre de différentes associations professionnelles. Donc, c'est un véritable plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui et nous allons écouter très attentivement ce que vous allez nous dire. Merci. Merci beaucoup Isolina pour cette introduction. Bonjour à tout le monde. Je suis ravie d'être ici avec vous pour ce webinaire. Merci pour cette invitation. Nous sommes ravis de pouvoir vous présenter les conclusions de nos études et de nos recherches. Nous avons travaillé de manière conjointe avec différents membres de l'université sur cette question. Je m'appelle Michal Katseski. Je vais vous présenter les conclusions des travaux que nous avons menés avec l'ensemble de l'équipe. Nous nous sommes intéressés au profil des consommateurs pour ce qui concerne la consommation de fruits et de légumes. Comme vous le savez, Isoline l'a dit, la consommation de fruits et de légumes, c'est l'un des indicateurs de la consommation durable. Et ce facteur est lié à toute une série d'éléments qui concernent le marché. Et pendant les 15 prochaines minutes, je vais vous parler des différences et des similitudes qui existent entre les différents groupes et entre les différents pays. Et nous allons voir quels peuvent être les facteurs socio-économiques, notamment, qui peuvent influencer la consommation de fruits et de légumes. Nous allons nous concentrer sur les pays européens. La présentation et le rapport ont été préparés par deux universités, par l'université de Poznan notamment, et par l'université de Bydgoszcz, l'université de sciences et de technologie. Au-delà des noms de ces universités, donc ce sont deux universités différentes, mais en réalité, nous partageons beaucoup de points communs.
et nous communiquons de manière tout à fait harmonieuse. Comme on le sait tous, la consommation de fruits et de légumes est considérée comme l'un des facteurs importants de la consommation durable et il est très fortement recommandé. C'est recommandé par les différents organismes publics de consommer suffisamment de fruits et de légumes. Mais d'autre part, ce n'est pas aussi facile que cela de consommer des fruits et des légumes de manière suffisante. Et la consommation est largement inférieure à celle qui est recommandée. Alors, on peut établir une distinction. Les raisons peuvent concerner les comportements des consommateurs et puis une autre raison peut concerner des facteurs externes, situation économique notamment, les mouvements des prix. Et puis quand on regarde quels sont les comportements des consommateurs, on peut parler du régime alimentaire des êtres humains qui peuvent être insuffisants ou bien les personnes n'ont pas les bonnes informations par rapport au régime alimentaire qu'elles devraient adopter. L'Organisation mondiale de la santé a élaboré des recommandations, à savoir que chaque jour, chaque personne devrait consommer environ 5 portions de fruits et de légumes, ce qui représente environ 400 grammes. Et ça, ce sont des mesures qui sont faciles à utiliser pour communiquer avec les consommateurs. C'est très utile. Et donc, ce sont des unités qui parlent aux consommateurs lambda. Il faut tenir en considération les informations qui sont liées à la consommation et aux différentes doses qui peuvent être consommées. Pour ce qui concerne l'étude en elle-même, la collecte des données, nous avons utilisé des données secondaires qui avaient été publiées par la Commission européenne et par Eurostat. Ce sont des données qui proviennent de euh, euh, l'enquête sur la santé au sein de l'Union européenne. Et vous voyez que le nombre de personnes interrogées était assez important. On était à 176 100 personnes. Donc, nous avions un ensemble de données très important qui nous a permis de mener cette étude. D'un point de vue méthodologique, nous avons décidé d'utiliser l'analyse en composantes principales. C'est une méthode qui est assez sophistiquée. Je ne vais pas vous expliquer en détail comment cela fonctionne, mais je vais vous donner quelques éléments de compréhension. L'objectif principal de l'étude, c'était d'identifier les profils des consommateurs par rapport à la consommation de fruits et de légumes. Et puis d'autre part, nous voulions également comprendre quels étaient les profils socio-économiques et démographiques des consommateurs. Moi, j'aime ce transparent parce que cela montre de manière très simple comment se présente la situation dans les différents pays. Donc, on est parti de l'hypothèse que le modèle de base qui est représenté ici par la ligne jaune était la référence. Et à partir de là, 80% des consommateurs devraient consommer 5 portions de fruits et de légumes ou plus par jour. 20% des consommateurs consommeraient 1 à 4 portions de fruits et légumes par jour. Et comme vous pouvez le voir, on a ici la moyenne de l'Union européenne et l'objectif qui est atteint, c'est 44. Donc, il y a encore une marge d'amélioration très importante pour atteindre l'objectif de 100. En Irlande, on est à 63, tandis qu'en Roumanie, on n'est qu'à 16% de la population. Par ailleurs, on est entre 40 pour la Pologne et 48 et 49 pour l'Estonie. Pour mieux comprendre l'incidence de ces écarts socio-économiques et démographiques, nous avons également pris en considération d'autres éléments. Nous avons pris en considération les consommations quotidiennes de fruits et de légumes et puis d'autres facteurs ont été analysés, le genre, l'âge, l'éducation et le niveau de revenu.
Donc, ce sont toutes des variables qui peuvent être utilisées. Et comme je l'ai dit, nous sommes concentrés sur la consommation quotidienne. Voici les résultats. Voici les résultats. Nous nous concentrons ici sur les données spécifiques des pays et les différences. Et vous pouvez voir que nous avons distingué trois groupes de consommateurs. Le premier consomme 5% ou plus, donc des personnes qui consomment énormément de fruits et de légumes. En vert, nous avons une catégorie de consommateurs moyens qui consomment de 1 à 4 portions et en bleu, un cluster de personnes qui n'en consomment absolument pas. Alors, considérons-nous maintenant la catégorie rouge, soit le premier groupe. Leur situation est assez comparable, quel que soit le pays. Vous voyez qu'ici, les pays ne sont pas mentionnés, mais nous pouvons interpréter les données de la façon suivante. Si une personne consomme énormément de fruits et légumes, quel que soit le pays dont il ou elle est originaire, d'autres facteurs sont plus importants que le pays d'origine. Si par contre on prend l'autre extrême, les catégories bleu ou vert, nous voyons bien davantage de différences entre les consommateurs selon le pays, ce qui veut dire que c'est une situation qui peut être locale, qui peut dépendre du pays et ces facteurs-là influencent la consommation. Et je reviendrai là-dessus dans mes conclusions finales en termes de ma présentation. Alors, nous avons ici un tableau qui devrait nous permettre de mieux comprendre certaines variables, telles que le genre, l'âge, le niveau d'éducation et le niveau de revenu. Si vous me le permettez, je voudrais commencer par attirer votre attention sur la différence entre le niveau maximum et le niveau minimum. Lorsqu'il y a un grand écart entre les niveaux minimal d'une part, maximal d'autre part, en fonction de l'âge, eh bien, cela signifie que cette variable a une influence considérable sur la consommation est bien plus importante que dans d'autres cas, dans le groupe qui apparaît en vert. Et nous pouvons dire de manière un peu grossière que, en fonction de l'âge, la consommation de fruits et légumes diffère davantage que si l'on considère la variable éducation ou revenu. Des personnes plus âgées bénéficiant d'un niveau d'éducation plus élevé consomment davantage de légumes et cela va de pair également avec un niveau de revenu plus élevé. Naturellement, le genre a également une influence sur la consommation, mais cette influence est moindre si l'on compare ce facteur-là aux autres paramètres. Sur la base de ces données, nous avons établi un classement en 4 couleurs. À droite, en haut, la catégorie rose qui se rapproche le plus de la cible recherchée. Vous avez ici une brève description où dans la première catégorie, on retrouve des femmes au niveau d'éducation se situe entre 5 et 8, des catégories qui bénéficient d'un niveau de revenu plus élevé. Alors, cette question de revenu semble être importante et nous avons donc décidé de creuser plus avant. Vous voyez à gauche sur le tableau, sur l'axe vertical, qui représente le pourcentage de la population qui déclare consommer 5 portions, voire plus, de fruits et légumes, alors que sur l'axe horizontal, nous avons le PIB par tête d'habitant, donc des statistiques toutes simples. Et vous voyez qu'il existe là une corrélation positive. Plus le revenu est élevé, plus la consommation sera forte. Mais par ailleurs, vous voyez ici que la relation R2,03 est assez faible, ce qui veut dire qu'il y a d'autres variables telles que des caractéristiques locales, ce qui nous ramène aux informations que je vous ai données auparavant, ont également une influence sur la consommation de fruits et légumes. Alors, pour pouvoir tirer des conclusions de ces données, il faut prêter attention au niveau de consommation et mieux
euh, déterminer le cadre dans lequel s'inscrit cette consommation. Je vous ai donné dans les diapositives transparentes des données qui nous montrent que des personnes qui ont une consommation plus élevée présentent des caractéristiques communes. Cependant, ce groupe-là n'est pas aussi important en termes réels de consommation de fruits et légumes que le groupe ayant un niveau de consommation faible. Et si vous prenez en considération les groupes qui ont une consommation faible, voire nulle, faible étant de 0 à 4 portions, eh bien, ces catégories présentent des différences considérables d'un pays à l'autre. Et lorsque l'on définit des programmes de publicité, lorsque l'on élabore des programmes qui visent à encourager la consommation de fruits et légumes, il faut prêter une attention particulière au niveau régional, soit le niveau de l'Union européenne par exemple, en faisant extrêmement attention à l'élaboration de stratégies locales qui tiennent compte des spécificités locales. Et si vous souhaitez en apprendre davantage sur l'étude, voici le lien sur lequel vous pouvez cliquer pour avoir accès à cette étude. L'étude est disponible gratuitement et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis tout à fait disposée à y répondre. Un tout grand merci pour votre attention. Merci beaucoup. Monsieur Michael Gadgessi pour cette étude très intéressante. Nous avons déjà partagé le lien vers cette étude dans le chat et je voudrais également insister sur le fait que cette recherche est extrêmement ciblée. Elle se fait par pays, Europe, Afrique. C'est, comme vous l'avez dit, là que l'on se rend compte des caractéristiques spécifiques, des caractéristiques locales et en fonction des idées préconçues, vous vous attendez à certains résultats qui ne se confirment pas, ce qui veut dire que les messages publicitaires doivent être extrêmement ciblés et les programmes qui sont définis peuvent déterminer un comportement. Il est donc important de savoir comment promouvoir une production et une consommation éthique. Et nous ne sommes pas sans savoir qu'en règle générale, bon, le prix est un facteur considérable. Nous savons donc qu'un niveau de revenu plus élevé est un facteur qui encourage la consommation de fruits et légumes. Mais il y a d'autres éléments, comme vous l'avez dit, les éléments tels que le revenu, l'éducation, l'âge, bien évidemment. Et je suis très heureuse d'entendre que les jeunes, ou je serais très heureuse que les jeunes adoptent des habitudes alimentaires plus saines et consomment davantage de fruits et légumes. Oui, vous avez tout à fait raison. Et ce niveau éducation, pour moi, est d'une importance prépondérante parce qu'avec un certain niveau de sensibilisation, même si les personnes ne disposent pas d'un revenu élevé, eh bien, avec un peu d'éducation, la consommation des fruits et légumes peut augmenter et c'est donc un paramètre qui doit être au centre de nos programmes. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, je sais que dans bien des pays, les femmes sont à l'origine des décisions alimentaires qui sont prises au sein de la famille et donc ont un impact important sur les habitudes de la famille dans son ensemble. Et je me suis également rendu compte à la lecture de la recherche que ce facteur ou cette influence ne fait pas l'objet de preuves scientifiques suffisantes et qu'il faudrait donc mener davantage de recherches sur ce terrain. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. Nous allons maintenant passer la parole à France. Folkor, qui est professeur associé à l'université de Tilburg. Merci beaucoup à Franz de nous avoir rejoints. Vous êtes vous-même expert consultant pour une entreprise qui est localisée en Espagne. Vous êtes également expert externe pour l'Organisation mondiale de la santé, la Commission européenne et d'autres organisations internationales. Et vos recherches complètent l'envie,
présentation précédente, puisque vous parlez des politiques de marketing alimentaire, de l'influence de ces campagnes sur les habitudes alimentaires et la nécessité de promouvoir des programmes de consommation sains et durables. Vous avez bien évidemment participé également à des programmes de recherche en Europe. Vous avez soutenu des initiatives européennes. Un grand merci donc d'être avec nous aujourd'hui. Un grand merci d'avoir accepté de partager les résultats de vos recherches. Merci beaucoup pour cette présentation qui résume très fidèlement ce que je m'apprête à vous dire. Un tout grand merci. Donc, et comme vous l'avez déjà dit, nous devrions nous concentrer sur les habitudes alimentaires parce que nous savons que les habitudes sont généralement euh, peu saines. Le marketing dans ce domaine a donc une grande influence sur nos habitudes alimentaires et pour le moment, ce marketing a une influence nocive sur la santé. Alors, je suis psychologue, sociologue, je travaille, j'ai fait un PhD en sciences sociales, je suis professeur associé à l'université de Tilburg et travaille pour partenaire Predict By, qui est localisé à Barcelone. J'apporte mon expertise à l'UNICEF, à l'OMS, à la Commission et collabore avec toute une série d'initiatives européennes aux côtés d'autres experts. Je commencerai par une publication de tout premier plan de l'Organisation mondiale de la santé qui couvre la région européenne, une étude qui nous dit que l'industrie alimentaire ainsi que l'industrie de l'alcool et du tabac ont une influence extrêmement nocive sur la santé. Et cette influence s'exerce par des points différents, la commercialisation, l'omniprésence de certaines entreprises, la commercialisation qui vise à promouvoir la vente de certains produits qui ne sont pas sains ni produits de façon éthique. Alors, nous avons ce que j'appelle un environnement alimentaire obésogénique. Vous voyez le pourcentage de dépenses en produits alimentaires répartis selon les types d'aliments. Vous voyez que moins d'1% du budget marketing est consacré aux fruits et légumes et à leur promotion, alors qu'au niveau national et sous-national, nous entendons en permanence qu'il convient de manger davantage de fruits et légumes. Mais nous voyons également que les politiques de commercialisation et la présentation des produits dans les supermarchés ont une influence énorme dans les supermarchés. Euh, et, un grand pourcentage de produits ne devrait être consommé que de manière très occasionnelle. Or, ce sont des produits que nous voyons promus à la télévision, dans d'autres médias et dans les supermarchés. Nous avons également des médias tels que la télévision, la radio. Ces moyens de communication ont reculé, ont perdu du terrain au profit d'autres moyens de communication que sont par exemple les réseaux sociaux qui ne promeuvent pas une alimentation saine. Vous voyez ici que ces plateformes promeuvent essentiellement des produits peu sains, des produits mauvais pour la santé. Et vous avez bien évidemment euh, de ce fait une influence sur la consommation alimentaire. Nous nous rendons compte également que les enfants sont encouragés par leurs parents à promouvoir ces aliments nocifs via les réseaux sociaux et cela permet d'atteindre un public plus important et de promouvoir des aliments peu sains dans une population aussi large que possible. Alors, nous avons un système, une infrastructure économique du secteur alimentaire qui nous montre que seul un petit pourcentage
d'entreprises multinationales détiennent la plus grosse part du marché alimentaire. Et ce sont d'énormes entreprises qui décrochent des profits énormes et dont le but est la rentabilité, ce qui veut dire que chaque année, ils sont encouragés à vendre davantage de leurs produits et par conséquent font la promotion de ces produits, ce qui peut être nocif pour la santé des consommateurs. Vous voyez ici que ces acteurs sont omniprésents et occupent donc une grosse part du marché. Ces entreprises tentent de supprimer la concurrence de manière à s'imposer et à encourager les consommateurs à consommer davantage de leurs produits. Et en raison de la concurrence, ils tentent d'augmenter leur efficacité au maximum. Alors, vous voyez ici les quatre types de segments de marché et l'utilisation des outils par ces gros acteurs. Les réseaux sociaux leur permettent de vendre leurs produits via à des grosses entreprises. Elles vendent également leurs données, ce qui leur permet de cibler leur public et de s'assurer que un dollar investi apportera un retour sur investissement considérable ou maximal. Et il faut donc qu'il y ait bien évidemment retour sur investissement, ce qui vous oblige à encourager votre public cible à euh, consommer autant que possible. Alors, ce sont des recherches qui durent longtemps. Je ne vais pas essayer de vous les résumer en 10 à 15 minutes, mais ici, vous pouvez voir les principales étapes. Alors, cela dépend si vous avez des animaux domestiques. Il y a beaucoup d'énergie qui sont produites en fonction de l'alimentation que vous avez. Les publicités vous font croire que vous avez besoin de certaines denrées alimentaires et en fin de compte, vous allez vous retrouver à acheter ces denrées alimentaires, alors que vous n'en avez pas réellement besoin. Donc, ce que nous avons constaté, c'est qu'on montre des images, il y a des signaux alimentaires qui sont envoyés de manière très attrayante et qui euh, déclenchent des réponses dans notre cerveau et notre estomac se prépare à manger cette alimentation. Alors ça, ce sont mes deux filles quand elles étaient plus jeunes. Ici, on célébrait l'anniversaire de ma fille aînée. Elle avait 5 ans et comme vous le voyez, ma fille la plus jeune se préparait déjà à manger une part de gâteau parce que c'est un gâteau qui lui semblait très très bon. La même chose se produirait avec de faux gâteaux. Il suffit que vous voyez l'image d'un gâteau, d'une tarte. Et c'est vrai que dans les gâteaux et les tartes, il y a beaucoup de sucre. Et donc tout cela est très attrayant pour les personnes. Alors j'ai d'autres exemples à vous montrer pour vous montrer que ce n'était pas un exemple isolé. Ici, on voit la manière dont les personnes réagissent aux aliments qui ne sont pas sains. Donc les gens se préparent à manger ces aliments qui ne sont pas sains. Ici, on a une répartition géographique concernant la répartition des personnes qui sont en surpoids. Et la principale raison de l'obésité, c'est parce que nous consommons des aliments qui contiennent trop de calories et trop d'énergie, une énergie qui n'est pas dépensée suffisamment par la suite, après l'ingestion et après la consommation de ces aliments. Alors, comment en est-on arrivé là? Pour moi, ici, il y a un exemple très symbolique que je peux vous donner, c'est celui d'une petite île dans le Pacifique et qu'il est très difficile d'atteindre. Ce sont les Samoa américaines. Et là, ils ont l'habitude de manger des aliments qui sont produits sur l'île elle-même. C'est un peu le paradis quand on se rend là-bas.
Et ce que l'on a pu constater, c'est que 75% de la population est obèse. Il y a une prévalence importante de personnes qui sont obèses parce que on a introduit les régimes alimentaires américains. Donc la question qui se pose, c'est et maintenant, que va-t-on faire? On peut tirer des leçons de ce que nous avons déjà constaté et il y a différents exemples qui peuvent être avancés. Vous connaissez peut-être l'exemple des zones bleues. Alors c'est un peu romantique comme concept, mais le message central est très important, à savoir que dans ces zones bleues, eh bien, il y a plus de probabilité qu'on trouve des personnes qui vivent âgées et en bonne santé, parce que le régime alimentaire est sain. Ces personnes restent d'un point de vue physique et mental en bonne santé. Donc la question, c'est comment font-elles? Ces personnes mangent sainement, elles pratiquent une activité physique, et je pense que si vous demandez autour de vous ce qui est important pour avoir une vie heureuse, eh bien 99% des gens vont dire qu'une vie sociale, c'est important. Ici, nous avons des recommandations nutritionnelles, point de vue européen, point de vue national. Donc, il est recommandé de manger beaucoup de fruits et de légumes. Si vous mangez des aliments qui ne sont pas sains, eh bien, bon, vous pouvez le faire, mais faites-le de manière limitée. Ici, on a essayé de représenter cela de manière très symbolique et de manière très claire. La population qui mange suffisamment de fruits et de légumes, eh bien, c'est un nombre très limité de personnes. Et si l'on regarde la consommation réelle, eh bien, elle est encore inférieure à celle qui est conseillée. Alors, en lien avec ces zones bleues dont j'ai parlé, il y a un groupe de chercheurs scientifiques qui a mené des enquêtes. Il y a 8 à 10 milliards de personnes sur la planète. Et donc, comment peut-on faire pour que ces personnes consomment suffisamment de produits alimentaires sains, tout en tenant, tout en prenant soin de la planète, parce que c'est important pour les prochaines générations. Il est important que les prochaines générations puissent également se nourrir de manière saine. Et il est important pour parvenir à cet objectif que nous mangions plus de produits à base de plantes. Une communication importante a été faite aussi par d'autres chercheurs. Et dans cette enquête, on voit que il y a moins de maladies mentales, moins de maladies physiques si l'on mange sainement. Cela a une incidence sur l'état d'esprit. Donc, les conclusions, c'est que le régime alimentaire doit être bénéfique aussi à l'ensemble de la société. On a essayé de tirer des conclusions des différentes recherches scientifiques qui ont été menées. Comment peut-on utiliser tous ces instruments qui sont à notre disposition pour, euh, pour promouvoir ces régimes alimentaires sains? Eh bien, il faut montrer en particulier aux enfants que c'est quelque chose qui existe, qu'ils peuvent les manger et que c'est quelque chose qui est bon pour leur santé. Donc ça, ce sont les messages que nous devons transmettre. Il faut manger plus de fruits et de légumes. Vous pouvez en manger tous les jours et pour certains produits, autant qu'on le souhaite. Il faut voir de quelle manière on peut promouvoir tout cela. Il faut mettre en place des stratégies. Comme on l'a déjà dit, les réseaux sociaux, ce sont des canaux très importants qui permettent de promouvoir ce genre d'aliments. Et on peut les rendre très attrayants sur les réseaux sociaux. À l'heure actuelle, la valeur, la valeur nutritive, nutritionnelle implicite des aliments, eh bien,
Bon, les fruits et les légumes ne sont pas par essence quelque chose d'attrayant, donc il faut essayer de trouver une manière de communiquer par rapport à cela pour les rendre attrayants auprès de la population. Il faut peut-être essayer également de trouver une manière de les rendre sexy. Si on fait cela au fil du temps, eh bien, on va aussi créer des habitudes de consommation qui auront des répercussions positives. Il y a des personnes des quatre coins de la planète qui participent à cette réunion et il y a des liens qui sont établis entre les différents pays. Et c'est vrai qu'il y a des différences très importantes entre les différents pays, entre les différents groupes socio-économiques. Cela a été expliqué très clairement lors de la présentation précédente et il nous faut cibler différents groupes de différentes manières. Et ce n'est qu'en partageant des informations de manière ascendante que nous pourrons contacter toutes les parties prenantes et les sensibiliser toutes. Alors, on ne m'a donné que 15 minutes pour faire ma présentation, mais comme vous le savez, les professeurs pourraient parler pendant des heures et des heures, donc je vais quand même m'arrêter ici. Mais les conclusions que l'on peut tirer de cette étude, c'est qu'il y a de plus en plus de personnes obèses de par le monde, et on se rend compte que ces régimes alimentaires non sains conduisent à cette augmentation de l'obésité. Il faut communiquer par rapport à ces régimes alimentaires qui pourraient être plus sains. On voit qu'il y a une promotion insuffisante des régimes alimentaires qui sont basés sur les plantes et sur les végétaux. Et puis, ce sont surtout les denrées alimentaires malsaines qui sont disponibles, celles qui contiennent beaucoup de sucre, de sel et de graisse. Et donc, il faudrait promouvoir des régimes alimentaires plus sains. Et il est très important aussi, et je pense que cette collaboration, de ce point de vue-là, c'est quelque chose de très important. Il est important de travailler ensemble. Les différents systèmes dans les différents pays doivent collaborer. Ici, nous avons le modèle de la quintuple hélice. Il est important de travailler ensemble. Si on travaille en silo, eh bien, on ne parviendra à rien. Il y a des entreprises qui doivent collaborer. Il faut essayer de trouver un moyen de travailler ensemble, de modifier le système, de mettre en place un système et un environnement sain. Donc, il faut passer d'un environnement obésogène à un environnement qui promouvra une meilleure santé. C'est important pour nous-mêmes, mais également pour les voisins et pour l'ensemble de la planète. Voilà. Voilà pour ce qui était de ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je me ferai un plaisir d'y répondre et je vais rendre la parole à Isoline. Merci beaucoup pour cette présentation qui était vraiment très intéressante. C'est un sujet qui est passionnant, assez complexe, mais très intéressant. Et j'aime la complémentarité et les convergences que l'on a pu établir avec la présentation précédente. Moi, j'aurais des questions à vous poser et j'encourage les personnes présentes à poser des questions aussi. Et c'est vrai que vous l'avez dit, les denrées alimentaires sont concentrées entre les mains de quelques entreprises. Comment pourrait-on euh, comment pourrait-on convaincre les principaux acteurs d'investir dans la santé? Les fruits et les légumes, c'est un secteur qui permet aussi de faire de l'argent. C'est un secteur qui pourrait être lucratif. Donc, comment pourrait-on faire en sorte de sensibiliser ces principaux acteurs qui concentrent entre leurs mains les principales denrées alimentaires? Et j'ai beaucoup aimé les exemples que vous nous avez donnés. Vous avez parlé du Pacifique et d'autres régions dans le monde. Quand on voit que dans ces petites îles, même lorsqu'on regarde les photos à Vanuatu et à Samoa, par le passé, personne n'était obèse, personne n'était en surpoids, mais tout le régime alimentaire a changé. Maintenant, leur régime alimentaire est transformé, voire ultra transformé. Et on a parlé des maladies contagieuses et non contagieuses. Et c'est vrai que c'est un phénomène qui est terrible. Donc moi, j'aimerais comprendre
ceci. Comment peut-on contribuer au marketing et comment peut-on influencer les messages qui sont communiqués et transmis? Peut-être qu'il y a des choses que l'on peut faire au niveau politique. Et j'aime beaucoup le fait que vous ayez parlé de la collaboration. Le secteur privé que nous représentons, bon, nous représentons des entreprises du Nord et du Sud. Ces entreprises doivent s'adapter en fonction des demandes des consommateurs. Et j'aimerais maintenant, j'aimerais leur donner la parole pour qu'elles nous fassent part de leur vision des choses par rapport à la consommation de fruits et de légumes. Nous allons commencer avec David Mouya. Et cela fait plus de 20 ans qu'il est actif dans la filière fruits et légumes. Il est établi au Kenya. Euh, il était exportateur il y a quelques années. Il exportait principalement les fruits et les légumes vers le Royaume-Uni. Ensuite, d'autres filiales ont été ouvertes et son entreprise, qui était une entreprise familiale, s'est développée au fil des ans. Vous fournissez aussi des fruits et des légumes vers les pays de l'Union européenne, France, Allemagne et d'autres pays, et cela tout au long de l'année. Et vous êtes présent sur le marché local. Est-ce que vous pourriez nous présenter votre perspective, nous expliquer quel est votre point de vue et quelle est votre expérience? J'espère que votre connexion Internet sera bonne et que vous pourrez faire votre présentation sans problème, dans de bonnes conditions. Merci beaucoup d'être avec nous, David. Vous avez la parole, et il faut que vous allumiez le micro et à moins que vous ne souhaitiez que nous partagions votre écran, je vous laisse le faire. Voilà, merci, beaucoup. Comme l'a dit, Isolina, je m'appelle David Mouya, je suis, directeur de l'entreprise Fresh Approach et je vais tenter de vous expliquer comment nous abordons le secteur fruits et légumes à l'échelle locale ainsi qu'au niveau de l'Union européenne. Il nous semble que les tendances sont assez semblables. Les questions qui se posent sont celles des prix. Nous avons deux catégories de consommateurs. Au sein de l'Union européenne, nous avons un distributeur et nous approvisionnons également de petits marchés en France. Ce que nous faisons, c'est réagir aux tendances. Alors en France, on nous a suggéré de remplacer les palettes en plastique. Est-ce qu'on voit ma présentation? Si vous pouvez le mettre en plein écran, ce sera mieux, mais si ce n'est pas possible, cela ne pose pas de problème. Alors, je recommence. Voici la première dia. Alors, depuis que j'ai commencé à travailler, je me suis rendu compte que les emballages de produits étaient plus petits. Je ne sais pas si c'est parce que la taille des familles a diminué, mais les portions de produits préemballés se sont réduites. Nous produisons encore des emballages, des paquets de 500 grammes de haricots frais. Mais parfois, nous vendons également en conditionnement de 150, 200 grammes en fonction du type de produit. Les mange-tout, par exemple, sont en général emballés dans des conditionnements plus petits. Et
nous émettons l'hypothèse selon laquelle, rétrécissement de ces portions est dû à la plus petite taille des familles à l'heure actuelle. Et deuxième chose, nous avons 2 groupes de consommateurs, tout d'abord les distributeurs, les supermarchés et la plupart des distributeurs au Royaume-Uni, par exemple, préfèrent ce type d'emballage. Il s'agit de, haricots verts, placés dans des sacs perforés et pour nous, c'est une bonne chose dans la mesure où, cet emballage est moins coûteux. Maintenant, le problème est celui du traitement de ces emballages une fois qu'ils ont été utilisés et de leur élimination. Alors, nous avons également des barquettes en plastique que nous utilisons généralement, mais les, supermarchés nous encouragent à présenter nos haricots verts, en tout cas, dans des barquettes en papier et cela répond à la demande des consommateurs et des distributeurs dans ce pays. Alors, je pense que, le consommateur moyen se rend plutôt dans des épiceries, les, populations plus éduquées, fréquentant plus généralement les supermarchés et au Kenya, la plupart des personnes n'achètent pas leurs légumes en supermarché. Les consommateurs se rendent dans des marchés, pardon, à ciel ouvert où les produits sont plus meilleur marché, où la question de l'emballage ne se pose pas et je pense que c'est la direction que prennent les supermarchés. Dans les supermarchés, les consommateurs, sont souvent plus informés et préfèrent, que les environnements soient plus respectueux de l'environnement. Des produits biodégradables, par exemple et voici une des stratégies à laquelle nous tentons de recourir, avec, mon partenaire qui est en fait ma femme. Ma femme est responsable, des réseaux sociaux. C'est elle qui assure notre présence sur ces réseaux sociaux et nous tentons, par exemple, de d'informer le consommateur ou plutôt que le consommateur, je parlerai de clients. Nos clients qui sont en lien direct avec les consommateurs finaux et nous tentons de fournir davantage d'informations sur, les bienfaits de nos produits sur la santé et nous pensons, que ces informations peuvent ensuite être relayées auprès de la clientèle, ce qui serait bien sûr un avantage pour nous. Deuxième chose, nous avons adopté le principe de responsabilité sociale des entreprises et la clientèle des supermarchés, plus particulièrement Au au Royaume-Uni? Alors, au Royaume-Uni, nous ne travaillons pas avec un supermarché, il s'agit plutôt d'une entreprise, de restauration, de, cuisine, professionnelle, une entreprise qui distribue des repas aux écoles, aux entreprises et qui, à qui, le principe de responsabilité sociale des entreprises tient particulièrement à cœur et c'est la raison pour laquelle nous, heu, prêtons davantage d'attention à ces questions-là et nous nous rendons compte également que les produits biologiques attire davantage, la clientèle. Cependant, ces produits, sont plus onéreux et de ce fait, ces entreprises ont décidé plutôt que de promouvoir, des produits à 100 biologiques, d'adopter ce principe de responsabilité sociale des entreprises, qui est associé à la question de l'empreinte écologique et nous prenons des mesures, successives pour tenter
de nous mettre, en phase avec les règles qui accompagnent la responsabilité sociale des entreprises. Nous avons une responsabilité sociale mondiale dont les clauses, répondent à l'abréviation GRASP. Nous respectons, ces principes et avons introduit une demande de certification en la matière, qui est en cours d'examen. Si le marché décide que Fresh Approach doit adopter, une stratégie de responsabilité sociale, eh bien, nous le ferons et le deuxième principe qui apparaît à l'écran est celui de l'agriculture durable et c'est, une notion intéressante. En effet, depuis le covid, le prix est, le facteur, prioritaire, d'achat pour, les consommateurs et c'est donc un élément de compétitivité. Alors nous avons, participé à un séminaire, cette année où un intervenant nous a dit: «Si vous vous attendez à ce que les prix augmentent, eh bien vous vous trompez et plutôt que d'utiliser par exemple les DAP, les, engrais synthétiques, nous tentons de travailler sur la qualité du sol par le biais, du lisier, par le biais, des engrais, biologiques, le, fumier également. Alors ce sont des produits qui sont, intéressants en termes de prix, qui sont plus facilement accessibles pour les agriculteurs et cela permet de contrôler un peu, les prix parce qu'il semble que les prix, montent en flèche partout dans le monde et à moins, de trouver, des pratiques plus durables, nous ne survivrons pas. Nous passons de l'énergie hydroélectrique à l'énergie solaire. À nouveau, une transition importante, un facteur également prépondérant dans la gestion des prix qui nous permet de réduire les prix et de tenter d'en arriver à un niveau d'efficacité maximal. La responsabilité sociale des entreprises va également de pair avec un environnement de travail sain, valorisant. Et nous nous assurons que toutes nos pratiques sont durables et nous montrons que les engrais, chimiques, à la différence du lisier ou des engrais biologiques, acidifient le sol, ce qui explique, une baisse de la rentabilité des sols, en cas d'utilisation, des engrais chimiques et autres produits. Alors, nous avons également lancé une initiative qui n'a pas eu énormément de, résultats. C'est une tendance, une initiative, qui a été envisagée il y a une vingtaine d'années. Des produits prêts à la consommation, ont été lancés, et au Royaume-Uni, on nous a demandé, de produire ce genre, de plats, préparés, de plats des plats, que, nous avons fournis au supermarché, mais cette tendance, n'a pas pris et nous pensions qu'il s'agissait d'une tendance un peu marginale et nous nous sommes rendus compte qu'il en allait de même pour les, mini légumes, des mini légumes que, nous avons commencé à distribuer. Alors avec, ce genre de produit, vous ne pouvez pas vous attendre à, alimenter une, population. Alors on m'a dit que si mes prix étaient trop élevés,
les consommateurs se tourneraient vers d'autres fournisseurs alimentaires. Alors, vous avez ici une image de fruits et légumes qui sont assez populaires en Europe. On nous a dit, eh bien, si les consommateurs n'achètent pas de haricots verts, il faudra trouver d'autres produits à leur proposer. Et en dehors de ça, cela, je voudrais ajouter que de plus en plus, la clientèle, les consommateurs tentent, et je parle de l'Europe principalement, les consommateurs tentent d'amener les gouvernements à promouvoir une réduction de l'utilisation des pesticides, parce que ces pesticides ont bien évidemment un effet néfaste sur l'environnement. Alors, prenons l'exemple d'une tomate. La tomate parfaite, à la différence de l'Europe, nous ne consommons pas en priorité des fruits parfaits. Nous consommerons sans aucun problème des produits qui présentent euh, certains défauts. Et le fait de réduire l'utilisation de pesticides peut avoir des avantages parce que plus on utilise de pesticides, plus il en faut pour produire ces légumes et fruits parfaits. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Nous n'entendons pas Isolina. Isolina parle, mais nous n'avons pas de son. J'espère que j'ai été claire, dit David. Oui, la présentation était très claire, David, et merci beaucoup. Je pense que Isolina a un problème avec son micro. Non, on vous voit, Isolina, mais on ne vous entend pas. Petit problème technique. Pouvez-vous réessayer? Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui, on ne vous entend pas très bien, mais on vous entend. Donc, poursuivons. Merci beaucoup, David, pour cette présentation. Merci de nous avoir parlé de l'élément prix, mais également des contraintes qui peuvent se poser de temps en temps aux entreprises. Vous nous avez parlé également des aspects environnementaux et sociaux qui peuvent aussi être bénéfiques pour les consommateurs parce que cela fait partie des habitudes saines qui peuvent être adoptées. C'est vrai que c'est un investissement, mais ça peut être un investissement profitable pour les entreprises. Et donc, il faut tenir compte de ces aspects sociaux et environnementaux. C'est important pour la durabilité. Vous nous avez présenté les différentes tendances à l'œuvre en Afrique. Et c'est vrai que pour ce qui concerne les plats prêts à manger et tout préparé, eh bien, la tendance est un petit peu la même que celle que l'on peut constater en Europe. Et également en ce qui concerne le plastique, on utilise de plus en plus des matériaux durables. En tout cas, merci beaucoup pour votre présentation. Nous vous reviendrons vers vous un peu plus tard. Nous avons maintenant notre dernier intervenant, notre dernier orateur, c'est Karan Narchail de Wilmore au Royaume-Uni. Nous sommes ravis de vous avoir parmi nous. Nous sommes très fiers du travail qui a été réalisé. Vous travaillez chez Wilmore en tant que responsable de catégorie. Vous avez une vaste expérience en matière d'analyse de données également et de gestion des clients. Nous sommes heureux que vous soyez ici avec nous aujourd'hui pour nous faire part de votre expérience. Vous avez 10 minutes maximum. Karen, bienvenue. Merci de m'avoir invité. Merci pour cette invitation. Je vais Les présentations qui ont été faites jusqu'à présent étaient très intéressantes. Je vais partager mon écran.
Est-ce que vous voyez mon écran? Maintenant, oui, si vous le mettez en plein écran, c'est parfait. Alors, les facteurs qui influencent les choix des consommateurs pour ce qui concerne la consommation de fruits et de légumes frais. Je vais vous parler des différents facteurs qui ont une influence sur le marché britannique. Donc, ce que je vais vous dire sera valable pour le marché britannique. Et comme Isolina l'a dit, je travaille pour Wilmour, donc je vais vous expliquer de quelle manière Wilmour peut faire la différence, de quelle manière on peut influencer les choix des clients et quels sont les choix qui influencent, les facteurs qui influencent les choix des consommateurs lorsqu'ils se rendent en magasin. Alors, que faisons-nous, nous, en tant qu'entreprise? Eh bien, c'est une entreprise familiale qui s'est spécialisée dans la culture, l'emballage et le marketing de fruits, légumes spécialisés et de saison. Nous cultivons et nous produisons nos propres fruits, légumes, piments et assaisonnements et autres herbes. Nous approvisionnons le marché local et le marché mondial. Nous travaillons avec des personnes ici au Royaume-Uni, mais également à l'étranger. Donc, nous divisons notre travail et nous approvisionnons le marché britannique, mais également d'autres marchés. Et pour nous, atteindre l'objectif net zéro, c'est vraiment un objectif principal. Nous avons nos propres infrastructures de production. Nous travaillons beaucoup sur le côté innovation et nous avons eu un point de vue de chaîne d'approvisionnement nationale et globale. Nous avons toute une série de partenaires aussi. Nous avons noué des partenariats avec des cultivateurs et des producteurs partout dans le monde. Donc voilà ce que nous faisons en gros chez Wilmour. Nous vendons nos produits sur le marché britannique et sur le marché européen. Donc ici, vous avez une liste de tous les produits que nous pouvons vendre, fruits et légumes préparés ou pas. Nous avons 3 sites sur lesquels nous emballons et nos produits. Ça, ce sont les partenariats que nous avons noués. Nous avons des accords de long terme avec les producteurs un peu partout dans le monde. Ici, ce sont certains de nos clients. Il y a beaucoup de clients qui sont établis au Royaume-Uni, mais il y en a également d'autres ailleurs sur la planète, comme Costco ou Lidl. Alors, pour ce qui concerne le cœur de cette présentation, les facteurs qui ont une influence sur les choix des consommateurs. Avant de commencer vraiment cette présentation, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements au cours de ces 5 dernières années. Il y a eu la pandémie de Covid-19 et puis l'inflation a suivi au Royaume-Uni. On s'est retrouvé avec une crise du coût de la vie. Il y a beaucoup d'incertitudes politiques à travers le monde et puis il y a la crise climatique. Donc tout cela s'est passé, produit au cours de ces 5 dernières années et cela a eu une influence directe sur les choix des consommateurs. Alors, pour vous donner une idée un peu plus précise, ici vous avez une représentation du marché britannique en termes de dépenses. Les dépenses principales ont toujours lieu dans les supermarchés. Et il y a un peu moins de dépenses qui sont effectuées dans les cafés, dans les restaurants ou bien pour les plats à emporter. Donc les dépenses sont principalement faites dans les supermarchés. Quelles sont les macro-tendances maintenant? Tout à fait à gauche, vous avez le coût de la vie. Et ici, au Royaume-Uni, on se rend compte que l'achat de légumes frais eh bien, est à son plus bas depuis 40 ans. Donc c'est une situation qui est assez inquiétante. Et pour l'instant, 6 à 8% des dépenses concernent les légumes. Et si on regarde ce qu'il se passe au niveau des consommateurs, au centre, on voit qu'il y a euh, environ 3% de la population uniquement qui consomme 5 portions de fruits et légumes par jour. Donc, les supermarchés, c'est là qu'on achète particulièrement tous ces produits. Et c'est là que l'on va acheter 90 à 95% des produits frais. Il y a aussi également toute une série de facteurs qui ont une incidence sur
décisions qui sont prises, prix, promotion, la facilité ou bien l'incidence sur l'environnement. Donc les promotions qui peuvent être proposées, ça peut avoir une importance capitale. Ici, toujours pour ce qui concerne le marché britannique, 80% de la population britannique considère que la fraîcheur, et quand on parle de la fraîcheur, c'est l'apparence et la perception de la fraîcheur des fruits et des légumes. Donc 80% estiment que ça, c'est le critère principal pour décider d'acheter ou pas des fruits et des légumes frais. Donc ça, c'est le principal facteur, la fraîcheur. La fraîcheur. Et plus les gens ont de revenus, plus ils considèrent que c'est un facteur important. Et du point de vue de notre entreprise, que faisons-nous? Eh bien, nous avons toute une série de référentiels que nous utilisons tout au long de la chaîne d'approvisionnement et on essaye de fournir les produits les plus frais possibles et les produits qui aient la meilleure apparence possible. Ensuite, le deuxième facteur le plus important, c'est le prix. Le prix vient tout de suite après la fraîcheur. 79% des consommateurs considèrent que le prix, c'est l'un des principaux facteurs qui influence le choix. Et c'est un facteur qui est de moins en moins important à mesure que les revenus augmentent. 60% des consommateurs au Royaume-Uni ne vont pas acheter des fruits et des légumes s'ils sont trop chers, en raison justement de cette crise du coût de la vie. Et donc les fruits et les légumes, c'est la première chose que les consommateurs arrêtent d'acheter lorsqu'ils sont en période de crise. Alors ici, je vous ai mis une photo. Comme vous pouvez le voir, cela vient d'un supermarché au Royaume-Uni. Vous pouvez acheter des fruits et des légumes pour environ 1 euro. Donc, il y a des options très peu coûteuses qui sont à la disposition des consommateurs. Donc, il est possible d'acheter ce genre de produits qui, bien souvent, sont des produits préparés et qui évitent aux consommateurs de devoir préparer un repas de A à Z. 57% des consommateurs estiment que le goût, c'est également un facteur important. Et donc, ils estiment que le goût des produits, c'est un facteur qui va influencer leur choix, le goût des produits qu'ils achètent en supermarché. Et du point de vue du secteur privé, du point de vue de Wilmour, eh bien, nous en tenons compte évidemment de cet aspect goût. Nous évaluons évidemment de manière continue ce facteur et en tant qu'entreprise, eh bien, on essaye de faire en sorte que cela fonctionne. Alors, pour ce qui concerne la disponibilité tout au long de l'année, ce n'est pas vraiment un facteur déterminant, mais plus de la moitié des consommateurs britanniques souhaiteraient que leurs fruits et leurs légumes soient disponibles tout au long de l'année. Peu importe si ce sont des produits saisonniers ou pas, et cela va de pair avec les étiquettes de prix, parce que si ce n'est pas un produit saisonnier, eh bien le prix peut être plus élevé et certains consommateurs seraient prêts à payer plus pour ces produits qui ne sont pas saisonniers, mais qui seraient disponibles tout au long de l'année. Et on passe à environ 42% pour les groupes les plus aisés. Nous, ce que nous faisons pour essayer de combler ces écarts, eh bien, c'est que nous essayons de fournir des fruits et des légumes qui soient disponibles tout au long de l'année. On essaye de comprendre la demande et la disponibilité sur le marché. Cela fait maintenant plusieurs décennies que nous sommes présents sur le marché, donc nous avons une bonne connaissance de ces mécanismes. La disponibilité tout au long de l'année, c'est important, mais il y a également la saisonnabilité des produits qui est importante pour une grande partie des consommateurs britanniques. Maintenant, on est en plein dans la saison des asperges.
et les consommateurs veulent vraiment acheter ces produits de saison, les asperges pour l'instant, mais ça peut être le cas également pour les pommes lorsque c'est la saison des pommes. Et ça, c'est important pour nous. Et nous voulons satisfaire ces consommateurs qui souhaitent des produits de saison et locaux. 80% des consommateurs au Royaume-Uni estiment que les supermarchés ne font pas suffisamment pour promouvoir les fruits et les légumes de saison. Il y a certains consommateurs au Royaume-Uni qui ne savent pas du tout quand sont les saisons des différents fruits et légumes. Donc, il est important de sensibiliser le public à tout cela. Il est important de mettre des messages dans les marchés pour dire, voilà, maintenant c'est la saison des asperges ou des pommes, par exemple. C'est important pour les consommateurs. Et comme vous pouvez le voir, nous ciblons certains clients euh, et nous menons des actions auprès des vendeurs au détail, notamment pour les mangues. Ça, c'est un exemple parmi d'autres. Et on essaye vraiment de tirer le meilleur parti de cette saisonnalité des fruits et des légumes au Royaume-Uni. Ensuite, concernant les pays d'origine, environ un quart de la population britannique, donc environ 25% de la population, base ses décisions, ses choix concernant le pays d'origine. Il y a des messages qui peuvent être diffusés, qui peuvent aider les consommateurs à bien à choisir. Et ce que nous faisons, c'est que nous soutenons les producteurs locaux. Nous avons des partenariats un peu partout dans le monde. Et euh, donc maintenant, je vous l'ai dit, c'est la saison des asperges et nous essayons de promouvoir cela. Alors pour vous donner une idée, vous voyez à gauche un message qui est affiché dans un supermarché au Royaume-Uni. L'environnement est bien évidemment un facteur très important. Les consommateurs, dans leur ensemble, ne prennent pas leurs décisions sur des préoccupations environnementales. Seuls 18% des consommateurs achètent des produits en tenant compte du facteur environnemental. L'idée qui sous-tend notre initiative, c'est que les consommateurs, lorsqu'ils se tournent vers des détaillants, s'attendent à ce que ce soient les détaillants qui prennent toutes les dispositions favorables à l'environnement et que ce soit le détaillant qui considère tous ces aspects. Les consommateurs n'ayant pas la responsabilité de se préoccuper de cela. C'est en tout cas ce qu'ils pensent. Cependant, c'est une responsabilité que le consommateur devrait assumer. Vous voyez à gauche une photo d'un emballage plastique. Le Royaume-Uni a décidé que d'ici à 2025, 30% de leurs fruits et légumes devaient être vendus en vrac. Et vous voyez ici une photo également des avocats Tesco qui ont supprimé les étiquettes sur les avocats et qui impriment leur marque selon une technique respectueuse de l'environnement directement sur le produit. C'est d'ailleurs une initiative assez intéressante. Il se passe donc énormément de choses dans le domaine de l'environnement, mais il reste le problème des déchets alimentaires. Les consommateurs en sont bien conscients et voudraient apporter des changements à ces pratiques générales. Nous avons pour objectif de supprimer totalement l'utilisation du plastique. Nous procédons à des innovations de la chaîne d'approvisionnement. Nous assurons la viabilité de la production de l'eau. Nous favorisons des exploitations régénératives, comme nous les appelons. Et j'en arrive à mon dernier transparent. Alors, vous voyez ici
les tendances et les changements de tendance. Les consommateurs se préoccupent des gaspillages et tentent de trouver de meilleures manières de cuisiner leurs produits et de réduire les déchets généraux qui sont produits. Vous voyez sur le tableau en bas d'écran que les consommateurs, 22% 22% des consommateurs disent que la principale raison qui explique les déchets, la quantité de déchets est qu'ils ne souhaitent pas cuisiner, alors que 18% utilisent des recettes qui favorisent la réduction des déchets. Vous avez ici une nouvelle tendance, un passage de ce qu'on appelle les produits frais aux produits prêts à la consommation. Les consommateurs cherchent la commodité. Nous avons là des produits préparés, des pâtes et autres. Le message est ici que vous gagnez du temps, qu'il vous suffit d'acheter ce produit pour les cuisiner à la maison. Si ces produits permettaient de réduire la quantité de déchets, les consommateurs seraient prêts à en acheter davantage. Les produits préparés nous permettent ou nous aident à augmenter l'efficacité de la gestion des produits de manière à utiliser 100% des produits. Au Royaume-Uni, les consommateurs préfèrent ces produits prêts parce que cela réduit le temps de cuisson et le temps qu'ils passent dans la cuisine. Alors, vous avez ici des produits frais, des portions euh, prêtes à la vente qui sont livrées aux distributeurs, aux consommateurs. Vous avez les mange-tout, vous avez de la pastèque, de la mangue, du chou-fleur. Et pour conclure, je dirais que en raison des problèmes climatiques, la vente de légumes frais a atteint un niveau plancher, le niveau le plus bas depuis 40 ans. Nous avons un facteur qui influence le comportement des consommateurs et qui est en deuxième position la fraîcheur de ces produits. Les consommateurs ne sont pas conscients de la nature saisonnière de la production des fruits et légumes. Les supermarchés doivent donc promouvoir une conscientisation en la matière. Nous produisons et préparons les fruits et légumes en boîte, en kit. Nous avons des produits séchés, des offres qui nous permettent de promouvoir des solutions durables et abordables. Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Karan, pour cette présentation très intéressante et très complémentaire des présentations antérieures. Nous avons bien évidemment découvert des pans de la consommation et du marché que nous connaissions peut-être moins, la promotion, etc. La promotion s'applique à la consommation des fruits et légumes. Vous avez parlé de produits et de repas préparés qui ne sont pas toujours favorables à la consommation de fruits et légumes frais. Et nous, en tant que consommateurs, ne disposons pas forcément de l'information relative au caractère saisonnier des produits, parce que nous avons ces produits en magasin en permanence tout au long de l'année. Je pense que le secteur privé a un rôle important à jouer en matière de sensibilisation. Merci beaucoup pour ces présentations fascinantes. La seule contrainte de nos sessions, malheureusement, c'est la contrainte du temps. Et ces présentations sont très intéressantes. Peu de questions ont été posées. Les remarques sont des remarques de remerciement pour l'intérêt de vos présentations. Alors, euh, nous allons poster en ligne une synthèse des présentations. Des questions ont été posées visant à obtenir des exemples des pratiques locales qui ont une influence positive sur la consommation de fruits et légumes. La question du plastique qui s'adresse à David, mais qui est une préoccupation pour tout le secteur privé, y compris les opérateurs. Comment
remplacer les emballages plastiques dans lesquels, on vend, par exemple, les haricots, l'accès au marché, les politiques gouvernementales. Les gouvernements doivent fonder, leur, politique sur des préoccupations durables et au vu des résultats de la recherche, pouvez-vous dire, que, ces notions de consommation de fruits et légumes frais sont prises en considération par les gouvernements lorsqu'ils élaborent leur politique? Et la question est également de savoir, quel est le type d'initiative à lancer pour, sensibiliser les populations, hem qui consomme le moins de fruits et légumes? Alors, je vous pose à tous la question. N'hésitez pas à prendre la parole. Docteur Michel? Alors merci. Je pense que la politique qui m'était posée, portait sur le marché local et l'influence positive que ces marchés peuvent exercer sur la consommation. Alors, je dirais que la, culture alimentaire, la culture, gastronomique, est importante, et il faudra des années pour changer les habitudes culturelles. Et ce que je trouve, moi-même intéressante, c'est la chose suivante. En 2010, j'ai tenté d'obtenir un taux de TVA de 0% pour les produits alimentaires, ce qui n'a pas suscité énormément d'intérêt, mais cependant, la consommation de fruits et légumes a considérablement augmenté, ce qui montre, l'importance du prix dans les habitudes des consommateurs. Et ce sont des pratiques qui, à mes yeux, doivent être testées. C'est un exemple, ce n'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est, en tout cas un exemple des facteurs qui peuvent influencer la consommation. Merci beaucoup. Karen, vous nous avez, montré que les, supermarchés doivent sensibiliser aux questions de tarification. Alors, la parole à Frans. Merci beaucoup. Je dois quitter dans 3 minutes. Alors, je serai donc très bref. Je pense que nous devons sensibiliser les écoles également. Nous organisons des sessions dans les écoles pour montrer aux enfants, quelle est l'importance des fruits et légumes, frais et pour qu'ils comprennent quelle est l'importance de consommer ces produits. Nous leur montrons cela et nous montrons l'effet de la consommation sur leur santé. Et nous travaillons également avec, des clubs de sport. Je suis moi-même président d'un club de tennis et nous tentons d'obtenir des subventions permettant de distribuer des fruits et légumes gratuitement aux populations, les, plus défavorisées économiquement. Et bon, on a parlé de la question du statut socio-économique, travaillant dans un secteur public, et intervenant dans des clubs sportifs, des écoles, il est plus facile de cibler les enfants parce que, ce sont des enfants qui se voient offrir les mêmes options que des enfants qui ont un statut socio-économique peut-être plus favorisé. Alors, comme je vous l'ai dit, je travaille avec, l'OMS et dans ce cadre-là, nous tentons d'insister, sur les recommandations et d'imposer les recommandations qui sont fondées sur, des preuves scientifiques. Nous insistons auprès des gouvernements de manière à ce que ces recommandations soient, prises en considération. Les lobbyistes sont également, un de nos groupes cibles, nous tentons, de les inviter à adopter une attitude plus, favorable à l'égard des consommateurs. Un tout grand merci pour cette invitation. Je suis désolée, mais je dois filer pour me rendre à l'autre réunion. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour, cette présentation très intéressante et de toute façon, nous gardons le contact. Un tout grand merci, monsieur Folkvord. David, souhaitez-vous ajouter, quelque chose, répondre à certaines questions? Vous avez déjà parlé de l'utilisation du plastique ou des, contraintes en la matière. Il y avait pas mal de questions sur cette utilisation du plastique. Pensez-vous, que le secteur, public et le secteur privé peuvent en faire davantage à ce propos? À vous, David, mais le micro est éteint.
Bon, de toutes les réactions, c'est des réactions de félicitations, qui vous demandent vos contacts, qui souhaitent échanger vos coordonnées, etc. Alors, comme je l'ai dit, euh, dans le cadre de mon travail, je réponds à ce que le consommateur attend de moi. Si le consommateur nous demande de passer du plastique au papier, eh bien, nous le faisons. Et il faut insister sur la question du prix. Le carton ou le papier est plus cher que le plastique. Comment réduire les frais, les coûts de production du papier de manière à favoriser ce genre de pratique? Mais nous répondons aux desiderata du marché et du consommateur. Oui, absolument. Nous connaissons certains des défis qui se posent en raison de cette réglementation qui est euh, appliquée. Et puis, il y a des mesures d'accompagnement pour certains acteurs plus petits du marché. Karen, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter après votre présentation qui était quand même très exhaustive pour ce qui concerne le conditionnement et l'emballage des produits? Du point de vue des entreprises, il faut essayer d'apporter le plus de changements possible. Il en va de notre responsabilité, mais il en va également de la responsabilité des supermarchés parce que, en fin de compte, on doit s'adapter aux règles qui sont imposées par les supermarchés. Mais je pense qu'il y a des changements qui vont dans la bonne direction. On parle de plus en plus de l'environnement. On essaye d'apporter de plus en plus de changements pour respecter l'environnement. Et puis, il faut aussi essayer de veiller à ce que de plus en plus de personnes puissent acheter des fruits et des légumes. Donc, il faut créer cette conscientisation. C'est important. Il est important de consommer 5 portions de fruits et de légumes par jour. Mais il faut tout comprendre, comprendre les différents facteurs, notamment le facteur prix. Il y a des personnes qui renoncent aux fruits et aux légumes en raison du prix, mais je pense que c'est une initiative qui doit être menée conjointement par le secteur privé et par le gouvernement. Il faut créer un environnement qui soit propice à ces changements et qui profite en fin de compte aux consommateurs. Merci beaucoup. Nous avons déjà 2 minutes de retard par rapport au délai imparti. Nous avons trouvé tout cela très intéressant. Nous allons essayer d'approfondir tout cela. C'est vrai que c'est un sujet qui est très complexe. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que lorsque vous êtes dans un hôtel, lorsque vous voyagez, euh, eh bien, on trouve souvent des petits gâteaux, il y a du café. Et ce que je dis, c'est non, non, je veux résister à tout cela. Et donc, c'est parce que ce sont tous des aliments qui sont ultra transformés. Donc, ce sont de petites choses que l'on peut faire à notre propre niveau. Mais bien souvent, quand on se retrouve avec ce genre de produits, eh bien, on les utilise ou on les consomme. José, je vous redonne la parole pour les conclusions. Votre micro est éteint. C'est le jour des micros éteints et cela a été mon cas également. Donc, pardonnez-moi pour cela. Mais David, sa connexion était très bonne, mais nous avons, nous, des problèmes de connexion alors que nous sommes en Europe. José, est-ce que cela fonctionne? Vous m'entendez maintenant? Oui, maintenant nous vous entendons. Nous n'entendons plus José. Nous l'entendons à nouveau. J'aimerais remercier tous les collègues et tous les intervenants pour leur temps. Merci pour leur présentation et merci de nous avoir fait part de leur expérience. Alors, la question de la réglementation et l'incidence de la réglementation européenne sur les fruits et les légumes, nous en parlerons plus tard. Il y a également la question des pesticides. Tout cela a une incidence directe ou indirecte sur les fruits et les légumes. Et puis, il y a la disponibilité des fruits et des légumes frais. Ça, c'est un élément qui est important pour les consommateurs. En tout cas, merci à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Nous espérons vous revoir encore nombreux lors du prochain webinaire que nous allons organiser. Isalina, je vous rends la parole. Oui, alors nous allons vous envoyer tous les documents qui ont été présentés aujourd'hui et si vous avez des contacts à nous partager, eh bien n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez contacter Karan, David. N'hésitez pas à nous envoyer un courrier électronique.
Je pense qu'ils seront plus que ravis de vous envoyer tous les éléments qu'ils ont en leur possession, toutes ces données scientifiques également, les différentes conclusions des expériences scientifiques aussi qui ont été menées. Nous espérons vous revoir nombreux lors de notre prochaine session. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci à l'OCDE pour l'excellente collaboration. Merci à tous les intervenants. C'était vraiment passionnant. J'ai appris beaucoup de choses et j'espère que toutes les personnes présentes en ont appris autant que moi. En tout cas, il y avait beaucoup de commentaires élogieux dans le chat. Merci beaucoup et portez-vous bien.